Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, j'inaugure une série de 5 récits sur le thème des conseillers de l'ombre qui ont influencé les puissants. Dans ce premier épisode en 2 volets, je vous raconte l'énigme Raspoutine. Parmi tous les personnages qui ont joué un rôle controversé auprès des souverains, le nom de Raspoutine est l'un des plus légendaires. Il est indissociable de celui de Nicolas II, dernier tsar de Russie, et de son épouse Alexandra. Était-il simplement un magnétiseur exceptionnel, capable de soulager le petit tsarévitch Alexis, hémophile? Était-il un homme de Dieu, sincère mais débauché? Était-il un manipulateur se mêlant de politique dans une période particulièrement troublée? Sans doute un peu tout cela en même temps. Le fait est que l'on ne peut évoquer la fin de l'Empire russe et de la famille impériale sans que l'ombre puissante de Raspoutine ne plane sur cette tragédie. Été 1912. Le tsar Nicolas II, la tsarine Alexandra, les 4 grandes duchesses, Olga, 17 ans, Tatiana, 15 ans, Maria, 13 ans et Anastasia, 11 ans, et le petit tsarévitch Alexis, 8 ans, se sont rendus à Moscou pour commémorer le centenaire de la bataille de Borodino contre Napoléon. Alexis a parcouru le champ de bataille apparemment en pleine forme. La santé du tsarévitch hémophile est la préoccupation constante de ses parents, mais c'est aussi un secret, pour l'instant, bien gardé. Après ces festivités, fin septembre, comme chaque année, le tsar et sa famille se rendent dans leur propriété de chasse en Pologne, à Spala. Pendant que le tsar et sa suite chassent les bisons, les cerfs, les élans et les sangliers, Alexis joue dans le parc avec l'intendant au bord de l'étang. C'est en voulant sauter sur son bateau que l'enfant fait un faux pas et se cogne la jambe gauche. C'est le début de la plus grave crise d'hémophilie qui ait frappé le petit tsarévitch. Il se plaint d'abord de quelques douleurs, mais le 2 octobre, après une promenade en calèche avec sa mère, le mal s'amplifie. Un énorme hématome se forme au niveau de sa hanche. La douleur est terrible. L'héritier a 39 de fièvre. Le docteur Botkin, médecin de la cour, est dépassé. Il fait venir des spécialistes de Saint-Pétersbourg. La tsarine Alexandra est horrifiée par l'état de son fils, mais surtout par l'absence du seul homme capable de le soulager, voire de le sauver, Raspoutine. L'ami est en effet très loin dans sa Sibérie natale. Il a regagné son village de Pokrovskoye. Le 9 octobre, la situation semblant désespérée, le tsar décide de rendre officielle la maladie de son fils. C'est alors qu'Alexandra envoie un télégramme à Raspoutine, le suppliant d'intercéder pour son Alexis mourant. Raspoutine répond immédiatement par un télégramme réconfortant. « Dieu a vu tes larmes et écouté tes prières. Ton fils vivra. » Le tsarévitch souffre encore. Il a toujours de la fièvre, mais l'impératrice est comme ressuscitée. Elle brandit le télégramme. Elle est sûre que son fils est sauvé. Le 21 octobre, Alexis est tiré d'affaire. À partir de l'épisode de Spala, Raspoutine devient indispensable et surtout intouchable, puisque pour la tsarine, il est le seul qui puisse guérir le tsarévitch. Mais qui est donc Raspoutine? Et comment a-t-il réussi à s'introduire dans l'intimité de la famille impériale? Grigori Raspoutine est né vers 1871 à Pokrovskoye, aux confins de la Sibérie occidentale, dans une famille de paysans éleveurs de chevaux, pas si pauvres qu'on pourrait le croire. La Russie était alors sillonnée par des errants, les straniki, qui frappaient aux portes des isbas, demandant l'hospitalité pour la nuit. Le père de Raspoutine les accueillait volontiers. Grigori entendait ces saints hommes prier, prêcher et parler de leur pouvoir de guérison. C'est à leur contact qu'il découvre sa vocation. Adolescent, il choque les villageois par ses débauches sexuelles. À 19 ans, dans une fête au monastère d'Abalak,
il rencontre une jeune fille qui deviendra sa femme, Praskovia Dubrovina. Une fois marié, il s'installe dans la maison des parents de Grigori. Un fils va naître, il ne vivra que 6 mois. Raspoutine part alors en pèlerinage au monastère de Verkhoturye. Il se prosterne devant les reliques de Saint Simon le Juste. Il reviendra chez lui, le cœur allégé. Peu de temps après, Grigori décide de partir pour le mont Athos, en Grèce. Pendant 3 ans, il parcourt des milliers de kilomètres de steppes et de forêts avant d'atteindre le pays. Mais le mont Athos ne lui convient pas. Il rentre. Il s'arrête plusieurs fois dans des lieux saints. Il rencontre des flagellants, une sorte de secte plutôt sado-masochiste à tendance érotique. Quand il revient chez lui, il déclare qu'il est devenu un starets, c'est-à-dire un homme de Dieu. Entre 1896 et 1900, il a une vie familiale normale. Sa femme lui donne 3 enfants, 2 filles et un fils. Les villageois viennent l'écouter le soir. Il transforme sa cave en oratoire, mais les autorités religieuses locales ne l'aiment pas. Alors, il décide de repartir en pèlerinage. Il séjourne longuement à Kazan, au centre d'enseignement religieux de la Russie, et fait la connaissance de nombreux ecclésiastiques. Il est introduit dans certains salons. Dans les archives, on trouve une explication à son succès, notamment auprès des femmes. Raspoutine avait un point de vue original, un langage simple, bref et imagé, des yeux expressifs qui semblaient vous transpercer. Et le fait que le starets avait, dans une certaine mesure, le don d'hypnotiser ceux qui l'approchaient. De Kazan, Raspoutine retourne à Pokrovskoye en 1903. Mais la renommée qu'il y avait acquise est parvenue à Saint-Pétersbourg et l'inspecteur de l'académie religieuse de la capitale, l'évêque Théophane, annonce « En Sibérie était apparu un prophète, un homme d'une clairvoyance divine, un ascète, un faiseur de miracles du nom de Grigori. » Au printemps 1903, Raspoutine arrive à Saint-Pétersbourg. L'évêque Théophane le loge chez lui. Le starets fait aussi la conquête de l'évêque Hermogène et même du père Jean de Kronstadt, qui avait marié le tsar Nicolas II et Alexandra au palais d'hiver. Très rapidement, Raspoutine devient la coqueluche de Saint-Pétersbourg. Ses soutiens les plus efficaces sont 2 filles du roi Nicolas de Monténégro, Anastasia qui a épousé le grand-duc Nicolas de Russie, futur général en chef des armées impériales en 1914, et Militza qui a épousé le frère de Nicolas, le grand-duc Pierre. Les princesses noires, ainsi surnommées tant pour la couleur de leurs cheveux que pour leur goût du spiritisme, reçoivent Raspoutine chez elles et le présentent au tout Saint-Pétersbourg. Le 17 novembre 1905, Nicolas II écrit dans son journal « Nous avons bu le thé chez Anastasia et Milisa. Nous avons fait la connaissance d'un homme de Dieu de la province de Tobolsk. » C'est la première rencontre du couple impérial avec Raspoutine. Elle a lieu dans une période difficile, après la guerre perdue contre le Japon, la mutinerie du cuirassé Potemkin et avant la terrible journée dite du Dimanche Rouge de décembre 1905. L'année suivante, le 15 octobre 1906, le tsar et la tsarine, toujours très inquiets pour la santé de leur petit garçon, reçoivent pour la première fois Raspoutine au palais Alexandre, leur résidence principale à Tsarskoye Selo. Raspoutine y rencontre aussi les 4 grandes duchesses et le petit Alexis. Très observateur, Raspoutine a remarqué le regard inquiet de la tsarine vers son fils. Il sait scruter les âmes et les douleurs. Il bénit la famille impériale avant de partir. C'est seulement en octobre 1907 que la tsarine fait appeler, pour la première fois, Raspoutine au chevet de son fils. Alexis est tombé dans le parc de Tsarskoye Selo. Un œdème s'est formé sur sa jambe. Il souffre atrocement. Les médecins ne parviennent pas à le soulager. Raspoutine s'assied à côté de l'enfant sans le toucher. Il se contente de le fixer longuement, dans un état de concentration intense.
L'enfant se calme et réussit à s'endormir. Le lendemain, l'œdème se résorbe. À partir de ce moment-là, le starets prend souvent le chemin du palais. Son intermédiaire est Anna Virubova, la dame d'honneur préférée de la tsarine. Elle n'est ni très belle ni très intelligente, totalement dévouée à Alexandra, sans doute secrètement amoureuse de Nicolas II, elle est surtout une disciple inconditionnelle de Raspoutine. Mais Raspoutine n'a pas que des adeptes, il a aussi beaucoup d'ennemis. Il pratique une débauche débridée en compagnie de nombreuses femmes dans des établissements de bain à la périphérie de Saint-Pétersbourg. Il consulte et reçoit beaucoup dans son appartement. À Saint-Pétersbourg, il prend même des rendez-vous par téléphone. Il a visiblement de l'argent, puisqu'il s'est fait construire une maison à 1 étage dans son village de Sibérie, et c'est la plus belle résidence aux alentours. On la voit de loin, au milieu des fleurs. Si le rez-de-chaussée est très simple, le premier étage dispose d'un confort exceptionnel vu le contexte. Un piano, un sofa, un lustre, des chaises viennoises et même un gramophone. Cette description, on la doit à l'évêque Théophane, que tout ce luxe a choqué lorsqu'il a séjourné chez Raspoutine 15 jours à l'été 1909. L'Église orthodoxe commence à s'inquiéter de la vraie nature de Raspoutine. Théophane lance une campagne de presse contre lui, mettant en doute sa foi orthodoxe. Un autre ami de Raspoutine, le pope Iliodore, à qui Grigori a sauvé la mise à plusieurs reprises après des prêches un peu trop anti-gouvernementaux, va aussi le trahir. Alors qu'il séjourne chez Raspoutine à Pokrovskoïe, celui-ci se vante auprès de son invité et ami de sa proximité avec la famille impériale. Il lui montre de nombreuses lettres de la tsarine et de ses filles. Des missives naïves mais très affectueuses. Il les vole et s'en servira plus tard pour déstabiliser le starets et la famille impériale. Le comportement de Raspoutine alarme aussi le Premier ministre Stolypine, qui ose mettre en garde Nicolas II contre la fréquentation de cet individu peu recommandable. Le tsar, qui n'aimait pas beaucoup cet homme talentueux dont il était certainement un peu jaloux, ne tient aucun compte de cet avertissement. Néanmoins, la police secrète, l'Okhrana, surveille dorénavant les faits et gestes du starets. L'assassinat de Stolypine par un révolutionnaire déguisé en faux policier à l'Opéra de Kiev le 1er septembre 1911 soulage Raspoutine. Il est débarrassé de son pire ennemi. L'année 1913 est une sorte d'apogée pour la famille impériale. Dans toute la Russie, particulièrement à Moscou et à Saint-Pétersbourg, c'est la célébration du tricentenaire de la dynastie des Romanov. Économiquement, le pays s'est redressé grâce au fameux emprunt russe. L'illettrisme est aussi en recul. La révolution de 1905 semble loin, et même Lénine, exilé en Suisse, s'inquiète. La Russie n'est vraiment pas prête pour le changement. La famille est acclamée partout. Le petit tsarevitch, qui se remet doucement de la crise de Spala, assiste à toutes les festivités, mais il est très souvent porté par un cosaque. La fragilité de l'enfant est le meilleur atout de Raspoutine. Mais un événement imprévisible et dramatique survient l'année suivante. L'assassinat à Sarajevo le 28 juin 1914 de l'archiduc François-Ferdinand, héritier de l'Autriche-Hongrie et de son épouse Sophie, va conduire les monarchies européennes, et particulièrement la Russie, dans un conflit fatal et sans précédent. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode d'Au cœur de l'histoire consacré à Raspoutine. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Ressources bibliographiques. Prince Félix Youssoupov, Mémoire, VO édition, 1990. Alexandre Sumpf, Raspoutine, Perrin, 2016. Eugénie de Grèce, Le Tsarevitch enfant martyr, Perrin, 1990.
Jean Descartes, Nicolas II et Alexandra de Russie, une tragédie impériale, Perrin 2015.